Le mont Ventoux est un sommet situé dans le département français de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Culminant à 1910 mètres, il fait environ 25 km de long sur un axe est-ouest pour 15 km de large sur un axe nord-sud. Surnommé le géant de Provence ou le mont Chauve, il est le point culminant des monts de Vaucluse et le plus haut sommet de Vaucluse. Son isolement géographique le rend visible sur de grandes distances. Il constitue la frontière linguistique entre le nord et le sud occitan. Avant d'être parcouru par 3 routes principales, qui ont permis le développement du tourisme vert et des sports de pleine nature, aussi bien en été qu'en hiver, notamment avec l'organisation de grandes courses cyclistes, de bolides motorisés ou autres événements. La montagne était sillonnée de drailles tracés par les bergers à la suite de l'essor de l'élevage ovin entre le XIVe et le milieu du XIXe siècle. Ces chemins ont désormais été transformés en sentiers de randonnée, à l'instar des GR4 et GR9. Sa nature essentiellement calcaire explique sa vive couleur blanche et d'une intense karstification due à l'érosion par l'eau, avec la présence de nombreux pierriers dans la partie sommitale. Les précipitations sont particulièrement abondantes au printemps et à l'automne. L'eau de pluie s'infiltre dans des galeries et rejaillit au niveau de résurgence au débit variable telle la fontaine de Vaucluse, ou la source du Gros-Eau. Le mont Ventoux est soumis à un régime méditerranéen dominant, responsable parfois l'été de températures caniculaires, mais l'altitude induit aussi une grande variété de climats, jusqu'au sommet à l'influence continentale de type montagnard, en passant par un climat tempéré à mi-pente. En outre, le vent peut être très violent, et le Mistral souffle pratiquement la moitié de l'année. Cette géomorphologie et ce climat particulier en font un site environnemental riche et fragile, constitué de nombreux étages de végétation, comme en témoigne son classement en réserve de biosphère par l'UNESCO et en site Natura 2000. Si des peuplements humains sont avérés au niveau des piémonts durant la préhistoire, la première ascension documentée jusqu'au sommet serait l'œuvre, le 26 avril 1336, du poète Pétrarque, depuis Malocène sur le versant nord. Il ouvre la voie, plus tard, à de nombreuses études à caractère scientifique. Par la suite, pendant près de 6 siècles, le mont Ventoux va être intensément déboisé, au profit des constructions navales à Toulon, des fabricants de charbon de bois et des éleveurs ovins. Durant la Seconde Guerre mondiale, la montagne abrite le maquis Ventoux. Depuis 1966, le sommet est coiffé d'une tour d'observation de plus de 40 mètres de haut surmontée d'une antenne TDF. Alors que l'élevage ovin a presque disparu, l'apiculture, le maraîchage et la viticulture, la récolte des champignons parmi lesquels les sanguins et la truffe, ainsi que la culture de la lavande sont toujours pratiquées. En raison de ces particularités, le mont Ventoux est une figure symbolique importante de la Provence, ayant alimenté récits oraux ou littéraires, et représentations picturales artistiques, ou cartographiques. Histoire, préhistoire et antiquité. Découverte paléontologique. L'ours brun du mont Ventoux. Le milieu karstique du mont Ventoux possède de nombreuses avennes. Ce n'est qu'en 1996, dans une cavité découverte 2 ans plus tôt dans le versant nord, sur la commune de Brantes, et formée d'un puits de 17 mètres de profondeur, que des spéléologues mettent au jour une grande quantité d'ossements fossilisés d'ours bruns. Leur présence est rare en Vaucluse, avec seulement 3 sites connus, contemporains de l'homme de Néandertal. Plus tard, c'est dans une dizaine d'Eddy cette avenne connue sur ce même versant, entre 1300 et 1600 mètres d'altitude, que le groupe spéléologique de Carpentras trouvera à nouveau les restes d'environ 500 ours, ce qui en fait un des gisements les plus importants d'Europe. Des études montrent que l'origine de cette espèce est balkanique et que sa présence date du Pléistocène supérieur. Tous les indices donnent à penser par ailleurs que ces ours sont tombés naturellement, pour la plupart à la sortie de l'hibernation, dans ces véritables pièges naturels. La présence de l'homme à la même époque est également avérée,
par le biais d'outils et de flèches retrouvés dans les couches stratigraphiques. Les traces de charbon de bois montrent qu'il est, depuis des siècles, à l'origine des premiers déboisements. Afin de développer le pastoralisme, des restes de nombreuses espèces associées ont aussi été trouvés: fouines au néolithique, chamois à l'âge du bronze, carnivores, ongulés, insectivores, rongeurs, chiroptères, oiseaux, preuve d'une grande diversité biologique. La présence de l'ours brun en Vaucluse est avérée jusqu'au XXe siècle. Les trompettes du Ventoux. Une grande quantité de fragments de poterie a été mise au jour au sommet du mont Ventoux, lors du creusement des fondations de l'observatoire météorologique. Une reconstitution a permis d'identifier des embouchures, des pavillons et des formes semi-circulaires et de déterminer que ceux-ci provenaient de trompettes en terre cuite. Le docteur Hyacinthe Chauveau, qui a rendu compte de cette découverte et en a fait la description, explique que ce dépôt votif a été fait par une antique civilisation pastorale pour conjurer les effets du maître-vent, surnom donné au Mistral en Provence. Il note que ces trompettes possédaient 2 anses trouées leur permettant de glisser une lanière pour être portée à l'épaule. C'est la première trace d'une occupation humaine temporaire du sommet du Ventoux. Moyen Âge. La première ascension relatée serait celle entreprise le 26 avril 1336 par le poète humaniste italien Pétrarque, qui décrit le panorama extraordinaire offert depuis le sommet. Cependant, la lettre du récit, probablement antidatée, n'aurait été écrite qu'en 1352 ou 1353, et la date aurait été choisie symboliquement. En effet, le 26 avril du calendrier julien correspond au 9 mai du calendrier grégorien et, au XIVe siècle, Europe est au début du petit âge glaciaire, ce qui fait que le mont Ventoux était certainement encore enneigé. Par ailleurs, il semblerait que Pétrarque ait été devancé au sommet quelques années auparavant, vers 1334, par le philosophe français Jean Buridan. Pétrarque raconte en outre avoir rencontré un vieux pâtre vers le milieu de la montagne, qui lui dit avoir déjà fait pareille chose 50 années plus tôt. Renaissance. Au XVe siècle, une chapelle dédiée à la Sainte Croix est construite au sommet sur décision de Pierre Vallettari, évêque de Carpentras, et neveu du pape Sixte IV. À la fin du XVIe siècle, à la suite des guerres de religion, il n'en reste plus que l'abside. César de Vervins, prêtre et chanoine théologal du chapitre métropolitain d'Avignon, l'a fait reconstruire et, par testament du 12 novembre 1701, laisse une rente de 12 livres pour son entretien. Cette chapelle, sans doute pour sa difficulté d'accès, sert de lieu de pèlerinage pour invoquer la protection divine contre la peste, comme en 1518, pour fuir le mal contagieux. Les consuls d'Avignon se réfugient à Montfavet. En ce lieu, le conseil de ville, lors de sa séance du mois de juin, mandate Jochin de Saz, consul, et Baudichon Falcon, courrier de la ville, pour aller brûler un cierge à la Sainte-Croix. Toujours debout à la fin du XIXe siècle, la chapelle sert d'abri lors de la construction du premier observatoire. Abandonnée au milieu du XXe siècle, elle est rasée. Elle est maintenant remplacée par une chapelle moderne, qui a été inaugurée le 1er juillet 1956. Période moderne, déforestation et reboisement. Si le reboisement du Ventoux est considéré comme une réussite exemplaire, c'est que la montagne a été pendant des siècles l'objet d'une déforestation intense. Les chantiers navals de Toulon, dès le XIIe siècle, utilisent les arbres qui poussent sur ces pentes. Cette ponction est aggravée, dès le 1er janvier 1250, par la généreuse donation faite par Barral des Baux, seigneur de Bédouin. Il cède, en pleine propriété, la montagne à la communauté des villageois. Cette cession va se révéler, au cours des siècles, une catastrophe pour la forêt. Surexploitée par des coupes claires afin de permettre la pâture des troupeaux de moutons, seul reste boisé au XIXe siècle. Les lieux inaccessibles de Lubac, comme le Contrat et les Serres Gros. Une première prise de conscience pour un nécessaire reboisement, a lieu en 1840,
au niveau municipal, mais le maire est mis en minorité par ses conseillers, généralement gros propriétaires de troupeaux. Reboisement du massif le long de la route au départ de Bédoin. Il faut attendre 1858 pour que Jean-Charles Ayrault, le nouveau maire, avec l'aide de François Tichadou, inspecteur des eaux et forêts, dans le cadre de vastes travaux appelés restauration des terrains de montagne, retourne la situation. Les deux hommes proposent de planter massivement des chênes truffiers, ce qui est accepté dans l'enthousiasme. Aussi, entre 1860 et 1890, les nouvelles truffières de Bédoin approvisionnent-elles le marché de Carpentras, et assoient-elles la réputation des truffes du Ventoux. Des essences locales sont aussi utilisées, notamment le hêtre, le pin, mais aussi des espèces exotiques comme le pin noir d'Autriche qui s'acclimate très bien. Mais l'essence la plus importante du second volet du reboisement est le cèdre de l'Atlas, dont l'implantation va constituer la première cédraie de France. Ensemencée entre 1862 et 1865, à partir de cônes importés de l'Atlas algérien, elle couvre 60 hectares, entre 800 et 1000 mètres d'altitude. Pour reconstituer la forêt, et en particulier la cédraie, de nouvelles plantations sont effectuées à partir de 1922. Cette essence couvre aujourd'hui 2000 hectares et se régénère naturellement grâce à la dissémination des graines par le vent. Depuis, entre Sault et le chalet Rinard, de nouvelles espèces de sapins ont été acclimatées, dont le sapin de Céphalonie, le sapin de Nordman et le sapin d'Andalousie. Elles participent à la grande diversité des essences du massif. Avec la signature de l'armistice par le maréchal Pétain, chef de l'État français, avec l'occupant allemand, cette politique de reboisement est remise en cause en raison des restrictions qui s'ensuivent. Le massif redevient une zone intense d'exploitation forestière pour fournir en bois les gazogènes charbonnières du Ventoux, au même niveau que le pastoralisme. La production de charbon de bois, une activité traditionnelle, a largement participé au déboisement. Les charbonniers se sont installés dans le massif dès le Moyen Âge. Leur activité est telle, qu'en 1549, les États du Comtat s'alarment du déboisement. Cette pratique étant généralisée en France, une ordonnance royale tente d'y mettre fin en 1635. Elle n'a aucun effet dans le Comtat venessin. Le résultat attendu de cette surexploitation arrive en 1838, il ne reste plus un seul arbre sur les pentes du Ventoux, entre 500 et 1000 mètres d'altitude. Les charbonniers désertent le secteur, et s'en vont travailler dans les monts de Vaucluse. Pour construire une meule ou charbonnière, il fallait utiliser entre 10 et 50 tonnes de bois, provenant essentiellement du hêtre, et du chêne blanc ou vert. Leurs troncs étaient étagés autour d'une cheminée centrale et cette demi-sphère, recouverte de terre humide et de feuillage pour en assurer l'étanchéité. La combustion était maîtrisée par le charbonnier grâce au percement de trous des vents dans le revêtement terreux. Au bout de quelques jours avait lieu le défournement, 5 tonnes de bois avaient fourni 1 tonne de charbon. La reconstitution d'une charbonnière a été réalisée sur le territoire de la commune de Ville-sur-Auzon et, au sud du hameau de la Gabelle, un sentier découverte permet de visiter une vingtaine de plateformes utilisées jadis par les charbonniers. Glacière du Ventoux. Au XVIIe siècle, la fabrication par accumulation et tassement de neige dans des cavités, et l'exploitation des cubes de glace transformés durant l'été, est une activité importante permettant, entre autres choses, la fabrication des sorbets, ou la conservation des cadavres. Ce commerce, contrôlé par les vice-légats pontificaux, s'étend jusqu'à Avignon, Marseille et Montpellier. En 1724, l'historien Joseph Fornery indique que ce sont les habitants de Bédoin, durant l'hiver, qui font des magasins de neige dans la montagne, pour en faire ensuite un commerce considérable. Bien que sur le versant septentrional se retrouve la combe de la Glacière, c'est sur le versant méridional que cette pratique est la plus répandue grâce à la facilité du transport vers la plaine comtadine. La technique de production reste connue. Durant tout l'hiver,
des hommes chaudement vêtus de peau de bête partent à dos de mulet, entre la combe Fiole et le combe du Grand Clos, pour entasser de la neige fraîche dans des fossés préparés à l'avance, puis la recouvrent de branchages et de feuilles afin de la conserver. Quelques textes provenant de la comptabilité des fermiers de la glace donnent une idée de la production. En 1719, ce sont 22 tonnes qui parviennent à Montpellier, soit avec une perte estimée à 50%, 45 tonnes qui sont parties du Ventoux. Vers la fin du XVIIIe siècle, les fermiers reçoivent 6000 livres pour leur livraison, ce qui correspond à la vente de 1500 tonnes de glace. Entre 1707 et 1716, ce sont surtout Carpentras, Avignon, Orange et Arles qui passent des contrats avec les fermiers. Plus ponctuellement apparaissent Nîmes et Montpellier. La livraison s'effectue de nuit avec halte le jour, la neige pilée étant alors entreposée et tassée dans des glacières locales. Les charrois mettent une nuit pour atteindre Carpentras ou Avignon, 2 nuits pour Nîmes, et 3 nuits pour Montpellier. Ce commerce va perdurer jusqu'à la fin du XIXe siècle. La commune de Bédoin comptant alors 9 conserves de neige d'environ 25 mètres cubes. L'apparition de la glace artificielle en 1890 met un terme à ce trafic. Premières ascensions scientifiques. Le 25 juin 1711, le père Antoine-Jean Laval effectue l'ascension de nuit dans le but de connaître la situation géographique du sommet, et d'effectuer des observations astronomiques. Il publie ses résultats dans le journal de Trévoux de mai 1714. Quant à Michel d'Arluc, médecin à Aix-en-Provence, en compagnie de son confrère le docteur Gaveau, il fait l'ascension le 28 juin 1778, pour des études botaniques et géographiques. Parti de Sault, à dos de mulet, il rejoint Bédoin par le col des Abeilles, puis arrive au sommet où il fait toute une série d'observations et de mesures barométriques et thermométriques. Il publie ses résultats, en 1782, dans Histoire naturelle de la Provence, contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans les règnes végétal, minéral, animal et géoponique. Toujours en 1711, Antoine de Jussieu, jeune botaniste de 25 ans, surintendant du Jardin du Roi, entreprend le même périple, avec l'intention de recenser la flore. Parti à pied de Beaumont d'Orange, il herborise au Mont-Serein, descend ensuite à Bédoin pour envoyer à Paris une pleine caisse de plantes, puis repart pour Sault. Là, il est contraint et forcé de faire une halte afin d'acheter une paire de chaussures. Puis, il reprend la route pour rejoindre Sisteron par la vallée du Riou de Jabron. Un peu plus tard, en 1775, le docteur Jean-Claude de Pansin, professeur de botanique à l'université d'Avignon, réalise plusieurs ascensions pour enrichir son herbier, et dresse le premier catalogue de la faune du Ventoux. En 1823, l'ingénieur géographe Joseph Delcros mesure la hauteur du sommet à 1911 mètres, ce qui permet de rectifier les anciennes valeurs souvent bien différentes de la réalité. Malgré les mesures de Delcros, plusieurs années après, certains ouvrages continuent de présenter des valeurs largement au-delà ou en deçà. Parmi ces valeurs, celle de Miltoise, soit une étendue naturelle d'environ 1800 mètres, ce qui le rapprochait ainsi de la valeur théorique du mont Olympe, mais reste en fait bien en dessous de la réalité. D'autres ont même abaissé cette valeur à 958 toises, soit une étendue naturelle d'environ 1724 mètres seulement, résultat d'un problème dans la technique de mesure par observation barométrique. Mais ce sont surtout des botanistes et des entomologistes que la montagne passionne. Ainsi, durant toute la fin du XIXe siècle, Jean-Henri Fabre s'intéresse à la flore et aux insectes du Ventoux, emmenant avec lui, durant ses expéditions, plusieurs scientifiques. Premières ascensions touristiques. La première véritable excursionniste est Amélie de Sade, marquise de Montbrun. De 1783 à 1788, avec l'abbé Jean-Antoine Constantin, curé de Resles, elle fait plusieurs expéditions qui la conduisent au sommet du Ventoux. En août 1783, le curé botaniste narre à Esprit Calvet,
l'ascension nocturne à laquelle a participé le chevalier Robert de Lamanon, et lui indique qu'il a eu le plaisir, lors du retour, d'entendre Madame de Sade conférer avec Monsieur de Lamanon d'histoire naturelle. Au cours de l'automne 1844, Agricole Perdiguier et deux de ses compagnons, dont le 13 juillet 1967, le coureur britannique Tom Simpson s'écroule sur son vélo, en plein Tour de France. Malgré l'aide de spectateurs qui tentent de le relancer, il s'effondre quelques mètres après. Il meurt à 2 km du sommet du mont Ventoux. Frédéric Mistral entreprennent l'expédition de nuit un jour de septembre de la seconde moitié du XIXe siècle pour assister au lever du soleil à son sommet. Ce dernier relate cet événement en ces mots: « Nous vîmes le soleil surgir, tel un superbe roi de gloire, entre les cimes éblouissantes des Alpes couvertes de neige. » Eugène Barrème, un Aixois, directeur de la revue Sextienne, en 1878, décide avec un groupe d'amis de se lancer à l'assaut du Ventoux. Ils le font savoir et lors de la traversée de Carpentras ils sont applaudis, couverts de vivas et sur le point d'être portés en triomphe. Ils font étape à Saulté et entreprennent la montée par la voie la moins raide. Arrivés au sommet, ils sont pris dans un violent orage et le directeur de la revue en donna une description qui plut à ses lecteurs. Quelle plume pourrait décrire cette lutte terrible des éléments ligués contre le Ventoux? De tous côtés, à nos pieds même, des éclairs jaillissent, zèbrent le brouillard et l'illuminent de leur clarté blafarde. Observatoire du Ventoux, le radome pour le contrôle aérien. Depuis 1882, on trouve au Mont Ventoux un observatoire de la météorologie nationale qui a été construit selon les plans de l'ingénieur Henri Bouvier, 1828-1898. Cet observatoire cesse son activité au début de la Première Guerre mondiale. Puis un nouveau service météorologique est installé jusqu'au 1er juillet 1968, date à laquelle il rejoint ses nouveaux locaux à Carpentras. Depuis juillet 2016, le syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux, autour du projet de parc naturel régional du Mont Ventoux, et l'association Infoclimat ont de nouveau rendu possible l'observation météorologique, grâce à l'installation de capteurs modernes sur la tour de télécommunication Orange. Le bâtiment principal, avec sa tour de 42 mètres de hauteur surmontée d'une antenne de 20 mètres, a été édifié en 1966. Il est actuellement affecté à la base aérienne 115 Orange Carita. Un émetteur de télévision, d'une puissance de 195 kW et dont le signal est si puissant qu'on peut le recevoir à plus de 90 km à la ronde, a été construit à son sommet dans les années 1960, utilisant un pylône de 50 mètres. Depuis le 31 mars 2007, cet émetteur diffuse la TNT. Le radome, installé en 1995 sur l'arête occidentale par la Direction générale de l'aviation civile, protège un radar qui assure avec 19 autres stations la sécurité de l'espace aérien. Au début du XXIe siècle, dans un abri souterrain au col des Tempêtes, a été mis hors service le réseau de transmission hertzien affecté aux missiles de la force stratégique du plateau d'Albion. Aujourd'hui le sommet du Ventoux est désigné sous le nom de l'observatoire. Je suis allé jusqu'à l'observatoire, signifiant avoir atteint le sommet. Le maquis Ventoux, appartenant au réseau désigné sous le nom de code R2, est au cours de la Seconde Guerre mondiale l'un des plus importants maquis de Provence. Il le doit d'abord à la position stratégique du massif dans la vallée du Rhône puis au nombre de réfractaires s'y étant réfugiés entre 1939 et 1940, ainsi qu'à l'accueil de la population sur place. Le 8 septembre 1943, la capitulation de l'Italie fasciste amène le retrait de Provence de sa 4e armée. Celle-ci laisse la place à la Wehrmacht. Sa première attaque contre le maquis Ventoux a lieu le 20 novembre, au sud du château de Javon, et elle est menée par des commandos de la division Brandembourg. Face à ces forces motorisées, les effectifs du maquis subissent de lourdes pertes. Le débarquement de Provence a lieu le 15 août 1944,
et le 18 août le maquis Ventoux entre en contact avec une patrouille de reconnaissance américaine à Banon. Un plan d'action est décidé et à partir du 20 août, par leurs accrochages à Bédouin, au Barou, à Molan et à Saint-Jean-de-Sault, les maquisards réussissent à retarder ou à bloquer la retraite des colonnes allemandes. Les missions du maquis Ventoux prennent fin après la libération de Vaison-la-Romaine par les troupes alliées le 26 août. Exploits sportifs, course à pied. La première est organisée en 1908 par l'Union sportive de Carpentras. Ce marathon du Ventoux est remporté par le Carpentrassien Joyero. Pendant cette décennie, cette épreuve subit une éclipse. Elle est relancée le 14 septembre 1974 par le club d'athlétisme de l'Union Sault-Apt, Luberon, Ventoux. Pierre Liardet, originaire de Sault, parcourt les 26 km de la montée en 1h39 minutes et 9 secondes. En 1988 et 1989, la ville de Bédouin propose une troisième et quatrième édition, la course se déroulant sur 21,6 km. Le record est établi par Aimé Arnaud en 1h35. Atterrissage en avion. Le 7 août 1921, jour de course automobile, Gustave Daladier, pour la première fois, pose son avion sur un petit plateau au col des Tempêtes. Monté avec un vélo sans selle, Julien Bouteille, un professeur à la retraite âgé de 70 ans, se lance sur la route du versant sud, le dimanche 14 octobre 1962, et fait l'ascension en 1h54 minutes 35 secondes. Arrivé au sommet, il réalise une descente à pied vers Malocène en 1h19 minutes. Ascension en triporteur, avec son engin pesant 52 kg, le 3 juillet 1983, André Derve, de Valréa, réalise une montée par le versant nord en 4h03 minutes. Course en roller. La première montée est réalisée en 2003 par Thibaut Desgenes. Enthousiasmé, il fonde avec Cyril Abba une section roller au sein du PUC. L'année suivante, au cours du mois de juillet, des dizaines de passionnés les rejoignent pour le premier roller Ventoux. Christophe Martinet est vainqueur en 1h49 minutes. Ce record est battu de 2 minutes, lors de l'édition du 30 juillet 2006 par Benoît Gamba qui réalise une ascension à 14 km/h de moyenne. Le Ventoux est la montagne de Lure frontière entre deux variantes de l'occitan, le provençal et le vivaro-alpin, record de montée à vélo en 24 heures. Il existe sous deux versions. Celui par le versant sud, avec 11 montées, appartient à Jean-Pascal Roux, de Bédouin, depuis le 17 mai 2005. Le précédent, avec 9 ascensions, appartenait à Jean-Michel Robert d'Avignon. Le second, sur le versant nord, est la propriété de Stéphane Rubio, un Picard, depuis le 24 septembre 2005 avec lui aussi 11 ascensions. Ventoux, frontière linguistique. Le Ventoux et la montagne de Lure marquent une frontière linguistique entre deux variétés de la langue occitane. Celle-ci traverse d'ailleurs toute la langue d'oc de la frontière italienne jusqu'à l'Atlantique. C'est une prononciation différente du K et du G, devant la voyelle A, qui détermine ces deux grands ensembles linguistiques, le nord-occitan et le sud-occitan. Le nord-occitan correspond au parler vivaro-alpin, auvergnat et limousin, le sud-occitan au provençal, languedocien et gascon.